Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au Visionnaire de L'Oréal à Paris pour célébrer une conférence sous le thème 20 ans de diversité, construire une citoyenneté inclusive. Avec nous aujourd'hui, Monsieur Benjamin Stora. Monsieur Benjamin Stora, vous êtes tout d'abord historien. Vous avez notamment travaillé sur le dossier de la mémoire et puis vous êtes également le président de l'Observatoire de la diversité. Pourquoi la question de la diversité aujourd'hui est plus importante que jamais ? Eh bien parce qu'en France, la question de la diversité n'est pas simplement un objectif à atteindre un jour, mais elle est effective, elle se manifeste sous nos yeux. Mais le problème, c'est qu'elle reste invisibilisée, dans l'invisibilité, pardon. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a dans la société française une très très grande diversité, mais qui n'a pas de représentation culturelle, politique ou économique suffisamment forte, ce qui fait qu'on a le sentiment que les minorités, en particulier ce qu'on appelle entre guillemets les minorités, ne sont pas représentées. L'objectif de cet observatoire, de ce nouvel observatoire, c'est d'essayer de valoriser précisément toutes les entreprises qui fonctionnent autour de la reconnaissance de cette diversité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec la montée de l'extrême droite, cette diversité est menacée ? Elle est menacée à titre sur des personnes en particulier, c'est-à-dire sur la mise à l'écart, disons, de personnes, par exemple dans des instances politiques, culturelles, médiatiques, économiques, bien sûr, qui visent, disons, à donner l'image, disons, d'une société homogène, entre guillemets blanche, c'est-à-dire qui ne respecte pas ce qui se passe dans la société réelle. Une sous-représentativité peut-être de certaines tranches de la société ? D'où le fait de la nécessité effectivement de combattre pour la pluralité de la représentation de cette diversité qui est effectivement menacée parce que certaines personnes ne veulent pas entendre parler de diversité. Pour eux, c'est synonyme d'éclatement de la nation, c'est synonyme de peur, de menace contre un ennemi extérieur qui serait l'étranger, l'autre, celui qui est différent. D'ailleurs, c'est en partie ce qui a amené à une crise politique actuelle entre l'Algérie et la France. D'ailleurs, vous aviez qualifié sur un plateau télé cette crise de pire crise depuis celle de 1971. Oui, il y a effectivement une crise qui existe entre les deux pays. Nous le savons, il y a eu plusieurs fois des crises entre l'Algérie et la France. Je ne vais pas ici toutes les énumérer, bien entendu. La plus importante récemment, enfin, c'était celle de 1971, au moment de la nationalisation des hydrocarbures. Mais celle-ci, disons, est, à mon sens, peut-être la plus importante et la plus grave, parce qu'il s'agit d'une rupture de confiance qui existe entre les deux pays. C'est ça le grand problème. Comment rétablir cette confiance selon vous ? À travers des excuses telles que mentionnées dans votre rapport de 2021 ? On pourrait rétablir cette confiance déjà en effectivement revenant à la question de la mémoire, la question de la réparation, l'application d'un certain nombre de recommandations que j'avais préconisées effectivement dans mon rapport, mais aussi il y a un certain nombre de questions très politiques, c'est-à-dire la question du Sahara occidental. Ce n'est pas simplement la question de la mémoire, parce que la question politique est venue percuter le travail sur la mémoire qui avait commencé, parce qu'on l'oublie trop souvent, mais il y avait eu, avant ce gel, disons, entre les deux pays, la mise en place d'une commission mixte qui a fonctionné, qui s'est réunie 5 fois. 5 historiens français, 5 historiens algériens, c'est considérable. Vous étiez d'ailleurs président de la partie française. De la partie française, M. Zeredi était le président de la partie algérienne et qui s'est réuni en Algérie et en France. Donc ce travail, contrairement à ce qui a été dit, où on disait, enfin j'entends souvent en France, l'Algérie n'a pas tendu la main, n'a pas répondu. C'est ce que j'entends. En fait, non, puisqu'il y a eu effectivement cette commission qui a existé. Donc elle s'est réunie. Nous avons même été à Alger, aux archives nationales algériennes. Donc on a pu les voir, les visiter. On a bien sûr été au musée national du Moudjahid. Bon, ça c'est bien sûr. Celui de l'armée, bien entendu. Nous sommes allés dans la ville de Constantine, qui est la ville de ma naissance d'ailleurs. Donc il y avait toute une activité.
Le problème, c'est que cette activité historique et mémorielle a été perturbée par des considérations très strictement politiques, alors que il avait été indiqué dans la déclaration d'Alger entre les deux présidents français et algériens, Abdelmajid Tebboune, il avait été dit de mettre à l'écart, de protéger, disons, le travail historien par rapport aux influences politiques. Eh bien, malheureusement, ça a été très difficile. Donc il va falloir effectivement retrouver cette confiance qui permettrait, pourquoi pas, une remise sur le chantier, encore une fois, mémoriel, sur les graves questions qui touchent naturellement à l'histoire entre l'Algérie et la France. D'ailleurs, justement, vous avez évoqué le sujet du Sahara occidental. Pourquoi ce revirement? Est-ce que c'est en partie à cause de la montée de la droite dure qui, elle, est pro-monarchie marocaine? Moi, je pense effectivement qu'il y a une fraction dans la société française qui a toujours été en faveur de la monarchie marocaine, depuis toujours, depuis très longtemps, depuis plusieurs années, qui a toujours manifesté ce penchant sur la question du Sahara en particulier. Donc oui, il y a eu, je pense, des pressions. Je pense qu'il y a des groupes qui existent, qui fonctionnent, qui sont très influents à l'intérieur de la société française à travers des chaînes de télévision, des médias qui sont très puissants en France aujourd'hui, beaucoup plus qu'auparavant. C'est-à-dire qu'il faut prendre la mesure de la nouvelle puissance médiatique d'une droite dure, d'une droite extrême dans la société française dont on n'a pas suffisamment pris l'importance, le poids, à travers, disons, différents organes. Et bien, ça a fini par peser, effectivement, je crois, malheureusement, sur la vie interne, sur la vie politique française. Nous sommes, donc cet entretien en fait coïncide avec le 65e anniversaire des essais de Reagan qui ont marqué l'Algérie. Donc Reagan se trouve au sud-ouest de l'Algérie. Dans votre rapport de 2021, vous en aviez parlé. Et à votre avis, quelles actions devraient être entreprises par la France pour reconnaître pleinement cette injustice ? Ben oui, j'avais effectivement abordé cette question parmi mes préconisations dans le rapport que j'avais remis à Emmanuel Macron en 2021, c'est-à-dire le fait que la France a procédé à de nombreux essais nucléaires avant et après l'indépendance de l'Algérie. Je crois 17 essais nucléaires, c'est considérable. Et donc, moi, je préconisais qu'il y ait là une commission aussi qui puisse déterminer le lieu exact ou les lieux exacts où ces expérimentations entre guillemets ont eu lieu, c'est-à-dire l'identification des lieux, et aussi, et ensuite bien sûr, une fois que cette identification est faite, de procéder à un nettoyage. C'est-à-dire la forme de réparation, ce serait effectivement d'enlever, de nettoyer, disons, tous ces déchets qui sont le produit, disons, de ces essais nucléaires qui ont fait de très nombreuses victimes après l'indépendance. C'est ça, rappelons-le, qu'il y a eu des générations par la suite qui ont justement souffert ça fait 3 générations. Absolument, donc il faudrait ça fait 3 générations. On avait eu le même phénomène aussi, il y a les essais nucléaires bien sûr, mais j'avais déjà signalé aussi le même type de phénomène au sujet des mines qui étaient posées aux frontières, en particulier tunisiennes et marocaines. Qui n'avaient pas encore explosé. Et qui n'avaient pas toutes été enlevées, qui n'avaient pas été déminées lorsque la fin de la guerre a eu lieu. Et au total, la France avait posé, avant de partir, 3 millions de mines aux frontières qui ont continué malheureusement à faire beaucoup de dégâts après l'indépendance. Et donc, par conséquent, il faut aussi suivre ce qui s'est passé après 1962, et ça fait partie des suites, disons, à avoir au niveau des chantiers mémoriels, malheureusement, qui sont pour l'instant suspendus. Oui, d'ailleurs, des atrocités ont été commises non seulement pendant la guerre, mais aussi lors de la conquête et lors de l'exploitation. C'était quand même... Ce que nous avions décidé de faire dans la commission mixte, nous avons commencé à faire, c'était effectivement de ne pas prendre l'histoire par sa fin. Parce que sinon, elle est incompréhensible. Parce que l'histoire par sa fin, elle est sanglante, elle est cruelle, elle est terrible, on le sait tous. Mais d'essayer de comprendre cette histoire par son origine. L'origine, c'est la pénétration coloniale. L'origine, c'est l'installation d'une colonie de peuplement. Absolument. L'origine, c'est la dépossession foncière
Et l'origine, c'est naturellement aussi ce que vous évoquiez sur la question des massacres, dont certains ont touché des régions entières, des enfumades, en 1845, aussi le massacre, par exemple, dans la ville de La Roite. Bon, je prends quelques exemples, bien sûr, très forts. Hein, il y a eu la prise de Constantine aussi, qui a été extraordinairement violente en 1837. Le siège de la ville de Constantine a duré 1 an. C'est un siège d'1 an. Avant que la ville ne soit prise par une brèche. Ça a été quelque chose d'absolument terrible. Et d'ailleurs, sur toutes ces atrocités de conquête qui ont duré longtemps, on en trouve trace dans les mémoires des officiers français de la conquête. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle « L'honneur perdu de Saint-Arnaud » qui avait été fait par François Maspero, qui était un grand éditeur français, d'ailleurs, du temps de la guerre d'indépendance algérienne, et qui a sorti un livre qui prend précisément toutes les lettres de Saint-Arnaud et qui raconte la campagne livrée pendant la conquête coloniale, et là c'est absolument terrible. Donc le travail des historiens, c'est de porter à la connaissance du grand public, des deux sociétés, ce qu'a été cette histoire. Parce que les gens ne connaissent pas cette histoire. Absolument. Sinon on ne comprend pas l'opposition, les problèmes de mémoire, de transmission difficile, de blessures non cicatrisées. On ne peut pas l'effacer, ça. Je ne dis pas qu'il faut vivre tout le temps dedans, bien sûr, mais il faut la comprendre, il faut la connaître. Et c'était ça le début du travail que nous avions commencé par le 19e siècle. C'est ça, ne pas parler uniquement de la guerre d'Algérie, mais commencer à partir de 1830. Voilà, de 1830 jusqu'en 1881, c'est-à-dire les 50 années de la conquête, qui a été très longue, ce qu'on pourrait presque dire la première guerre d'Algérie, en fait. D'ailleurs, justement, il y a tout récemment Marine Le Pen qui a déclaré sur un plateau TV que qualifier ce qui s'est passé en Algérie de drame était exagéré. Il s'agit là d'un sérieux révisionnisme historique, n'est-ce pas? Bien sûr, le drame, disons, quand on dit qu'il n'y a pas eu de drame, oui, il n'y a pas eu de drame pour ceux qui ont profité de cette histoire, de cette conquête, en s'installant en Algérie, mais c'est un drame pour ceux qui ont subi cette violence qui a été très grande, avec des déplacements de population considérables, des dépossessions foncières, jusqu'à la perte de son nom d'ailleurs, hein, parce que jusqu'à encore récemment, il y avait des personnes qu'on appelait les SNP, les sans noms patronymiques. C'est-à-dire des gens avaient perdu l'usage de leur nom, ce qui est quand même absolument incroyable. C'est un effacement total de l'identité. Un effacement total de l'identité. Et donc, ça, c'est un drame. La perte d'une identité, bon, il y a les massacres, bien sûr, physiques, bien entendu, mais la perte de l'identité, c'est aussi très, très important. Oui, je l'ai presque dire, c'est presque plus important à la limite, parce qu'il y a une perte de filiation, une perte de généalogie, parce que le nom est très souvent lié à la terre. Et lorsque vous perdez la terre, vous perdez l'usage du nom. Et donc vous perdez le fil de la continuité historique, et ce fil est brisé. Donc il faut le rétablir. C'est tout le travail des historiens d'ailleurs. Absolument. Voilà. Monsieur Benjamin Stora, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci.